climatique et récemment le contexte géopolitique. Ce nouveau facteur de risque influence les stratégies des entreprises et avec nos experts, Stéphanie Cazet, directrice financière du pôle tertiaire pour le groupe Nexity, Bérangère Joly, directrice juridique à la FPI France et Olivier Porte, membre du COMEX chez Marche, vous dirige les activités affinitaires et marchés des spécialités, nous répondrons aux diverses interrogations suscitées par la thématique. Nous sommes ensemble pour 1h30. La présentation durera 1h15 et pour nous laisser ensuite 15 minutes pour répondre aux différentes questions. Micro et caméra seront bien évidemment coupés pendant toute la durée de la session pour fluidifier les échanges. Et pensez à poser vos questions sur la petite enveloppe conversation et puis on fera effectivement le point à la fin de la session pour conclure. Donc, on peut démarrer par un état du marché de l'immobilier qui a été réalisé par Bérangère et Stéphanie. Un panorama qui va effectivement nous démontrer à quel point c'est un secteur qui fluctue, et particulièrement en cette période. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, comme vient de le dire Swan, on va commencer cet atelier avec un état de l'évolution du marché résidentiel neuf qui est marqué par de grandes tendances que j'illustre par quelques chiffres issus de l'Observatoire de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ce qui ressort des chiffres qu'on a pu observer assez récemment et en particulier depuis la crise sanitaire qu'on a tous vécu au printemps 2020, c'est un soutien en fait du marché de la construction neuve par le secteur de la maison individuelle, avec donc une reprise qui était souhaitée de la construction de résidentiels neuves, mais particulièrement soutenue donc, par le secteur de la maison individuelle qui, comme vous le voyez, est beaucoup plus soutenu que la production de logements collectifs neufs. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on avait commencé à observer l'année dernière et qui s'est encore confirmée récemment avec les chiffres. Donc vous voyez la variation. Donc globalement, une évolution positive du marché, mais 19%, on va dire, uniquement pour le logement collectif, contre 47% pour l'individuel groupé et 26% pour l'individuel pur. Donc, on est sur un marché de la maison individuelle qui se développe beaucoup plus de manière importante, alors même que ce modèle d'habitat, puisqu'on est là pour évoquer l'évolution du marché, le modèle de l'habitat individuel est effectivement assez critiqué et jugé peu vertueux au regard des enjeux autour de la lutte contre l'artificialisation des sols. Et dans les propositions en fait, de la conférence citoyenne pour le climat, l'idée était de promouvoir le logement neuf, moins consommateur d'espace, alors qu'on voit bien que ça ne rencontre pas forcément la demande de nos concitoyens. Donc, un marché qui se porte mieux et dont on pourrait dire qu'il se porte très bien puisque on a presque franchi la barre des 500 000 logements autorisés récemment, ainsi que le relatent les chiffres communiqués par le ministère alors de la transition écologique et de la cohésion des territoires, vraisemblablement, au regard de la nouvelle architecture gouvernementale. Simplement, un petit point de vigilance et focus sur ces chiffres. Donc, effectivement, un nombre de logements autorisés plutôt élevé. Mais comme vous l'observez, et ça, on y reviendra au cours de cet atelier, un point de vigilance sur les logements autorisés. Vous voyez qu'il y a un gap assez important dans les courbes et un chiffre qu'on explique. Alors, d'une part, une hausse des logements autorisés qu'on explique par le boom en fait, des PC déposés et délivrés avant l'entrée en vigueur de la RE 2020, ça aussi on y reviendra, et un nombre de logements donc débutés, commencés, donc mis en chantier, beaucoup plus faible, notamment du fait des discussions actuelles sur la détermination en fait, des coûts de construction dans le contexte de crise des matériaux actuels. L'autre point qui est assez marquant, donc, c'est la baisse de l'offre commerciale, hein, de facto, puisque le secteur du logement collectif neuf se porte beaucoup moins bien que son cousin individuel. Et donc,
des baisses quand même des autorisations, qui fait que l'offre commerciale se réduit, ce qui fait monter les prix. Donc ça, on observe, c'était une tendance qu'on avait déjà commencé à observer et qui se poursuit avec une hausse de 3% en région Île-de-France, mais beaucoup plus marquée en région, au-delà de 5%, avec un phénomène qu'on observe qui est effectivement ce qu'on va appeler des villes moyennes, alors qui ne sont pas encore définies aujourd'hui, mais on observe que, en particulier dans la région de Normandie, on observe, c'est là qu'on observe la plus forte hausse des prix de vente. Justement, les villes moyennes, alors, c'est un phénomène aussi qu'on observe, donc un marché qui se développe dans ces, j'allais dire, nouveaux territoires, parce que c'est vrai que l'activité de promotion immobilière telle que la pratique les adhérents de la fédération, c'est plutôt un marché donc, du logement collectif neuf concentré dans les métropoles. Et voilà, donc on observe une évolution aussi du marché résidentiel neuf dans ce qu'on va appeler donc les villes moyennes. Et à ce propos, donc, on en saura peut-être un peu plus dans les prochaines semaines, puisque le Conseil supérieur du notariat et l'Agence nationale de la cohésion des territoires doivent produire des chiffres beaucoup plus développés. Mais d'ores et déjà, ils ont communiqué récemment donc, sur une augmentation donc, du nombre de transactions dans ce qu'on appelle les listes, les communes en fait qui relèvent du programme Action Cœur de Ville, donc qui est un programme pour ceux qui ne connaissent pas, qui a identifié plus de 200 communes sur l'ensemble du territoire national, dans lesquelles en fait il y a la volonté de redynamiser ces territoires-là à travers notamment la réalisation d'équipements, donc de logements, de commerces ou d'autres activités, à travers des financements publics fléchés de Action Logement, l'ANA et d'autres organismes publics. Et dans ces communes-là, voilà, on observe, non, ça c'est bon, on observe une hausse donc, du nombre de transactions qui s'est confirmée donc, sur la dernière période 2020-2021 et également une hausse, j'allais dire consécutive, puisqu'il y a un renforcement de l'attractivité qui se traduit forcément dans une hausse des prix. Et donc une hausse des prix de l'ordre de 7% sur la dernière période, donc 2020-2021. Donc voilà les grandes tendances qui se dégagent du secteur résidentiel neuf. Donc bonjour à tous. Moi, désormais, je vais vous faire un focus sur l'immobilier tertiaire, donc immobilier de bureau. Focus Île-de-France utilisateur. Je ferai par la suite plutôt un focus investisseur et l'impact justement de ce changement de paradigme sur ce marché. Donc, si on se positionne sur l'Île-de-France, en termes de demande placée, on voit, si on regarde cette demande sur les 10 dernières années, on voit aujourd'hui un léger recul qui a débuté du coup par la fameuse période un peu compliquée que nous venons de passer, un léger rebond sur 2021. 2022 devrait être également une bonne année où on devrait avoir un rattrapage. On le voit également sur le taux de vacances, avec une forte évolution sur 2020. Des taux qui sont redescendus, notamment dans le QCA, et qui, en revanche, sur les autres aspects de l'Île-de-France, continuent de légèrement monter. Ça, je ferai un focus tout à l'heure, mais c'est une des tendances que l'on identifie aujourd'hui, où on a des besoins de moins d'espace, mais mieux localisés. Donc, c'est pour ça que finalement, le taux de vacances QCA s'en sort plutôt bien. En parallèle de ça, sur l'aspect loyer, donc on est vraiment sur les loyers le loyer facial. Donc, on poursuit une tendance légèrement haussière, notamment sur toujours Paris en termes de QCA. On a en revanche, je n'ai pas de graphique ici, mais un aspect mesure d'accompagnement bien plus élevé qu'avant, et notamment sur la Défense où on atteint parfois des mesures d'accompagnement pouvant atteindre 50% du loyer facial. Donc quand même des secteurs avec des disparités très diverses, mais toujours une volonté d'avoir un focus sur la centralité.
En termes d'offres futures, une œuvre structurée en termes de mètres carrés et d'espace de plus de 5 000 mètres carrés. Donc, de la même façon, on a une légère décroissance par rapport à des années 2019, 2020, surtout 2019, où il y avait eu un boost de ce type d'objet qui était apparu sur le marché. Et là, dans les projections, on est également sur une légère baisse. Si on fait désormais un focus sur les investisseurs propriétaires, donc là sur la France de manière plus globale, on voit que les montants engagés en Île-de-France reviennent sur une tendance, une moyenne qu'on a constatée depuis ces 10 dernières années. On a eu des années assez exceptionnelles sur 2018-2019. Là, on se normalise autour de entre 25 et 27 milliards d'euros engagés par an. En termes de VFA, de la même façon, on retourne sur cette courbe légèrement descendante sur 2020-2021. 2022, de la même façon, encore un peu compliquée, avec des opérations qui sont rallongées en termes de durée, des permis de construire également un peu plus compliqués et plus longs à obtenir, des municipalités qui ont des prismes qui commencent à changer, et notamment avec cet aspect très environnemental qui devient très important pour eux. Et enfin, l'aspect taux de rendement, donc de la même façon, le taux de rendement est en train de remonter par rapport à l'Euribor et l'OAT 10 ans. On a toujours ce petit décalage qui intervient, donc on a le rendement remonte de manière un peu en décalage, mais pareil, on est sur des trajectoires qui sont plutôt positives pour les investisseurs. On peut faire désormais le focus. Avec effectivement donc un état du marché qui fluctue énormément et donc effectivement qui crée des impacts très très variés. Et donc avec Stéphanie et Bérangère, on poursuit sur les principaux changements liés à ces fluctuations. Alors, le principal changement finalement qu'on a pu identifier par rapport à cette crise sanitaire reste d'une manière générale la mise en place du télétravail de manière prépondérante dans énormément d'entreprises, qui a eu finalement des effets de bord aussi bien sur le marché tertiaire, mais également sur le marché résidentiel qui est en mutation. Si je fais un focus sur le marché tertiaire, on rentre dans une nouvelle ère pour les bureaux. On avait déjà identifié des mutations d'usage, de besoins, il y a de ça 3-4 ans. Elles ont clairement été accélérées. On ne travaille plus aujourd'hui de la même façon qu'on travaillait hier. On a des enjeux sur l'aspect plus humain, collaboratif, collectif, et naturellement, les bureaux doivent s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement. On est beaucoup plus sur un aspect d'attractivité qui doit être pris en compte sur ces nouveaux bureaux, qui permet à la fois d'attirer les talents, mais également de les fidéliser. Aujourd'hui, on voit également émerger des nouveaux types de bureaux qui sont plus sur de la flexibilisation des usages, puisqu'aujourd'hui, en moyenne en France, on est à peu près à 2,5 jours de télétravail par semaine, c'est-à-dire 50% de la semaine au bureau et 50% de son temps ailleurs. Donc ailleurs, c'est effectivement à la maison, d'où l'impact à un moment donné sur l'immobilier résidentiel, mais également 50% ailleurs qui peuvent être des espaces de coworking ou des tiers-lieux. Donc là, on voit vraiment des filiales, des filières de petits espaces de tiers-lieux, souvent proches des habitations et des collaborateurs, qui leur permet finalement d'aller travailler dans un espace studieux, de croiser des gens, de rencontrer des gens, tout en étant une alternative au travail à domicile, mais en évitant les transports. C'est vrai que je crois que le point commun entre le marché résidentiel et le marché tertiaire, c'est l'enjeu des mobilités et de l'évolution des usages, l'accélération en fait de l'évolution des usages de l'immobilier. Et on est beaucoup aussi également sur la flexibilité et du distanciel. Et finalement, là où on était initialement très concentré dans des grandes métropoles,
et notamment Paris, on voit bien qu'il y a des mouvements très forts et très marqués vers des régions, vers les régions, vers les territoires. Et effectivement, ça demande une adaptation du marché. Tu veux peut-être parler un petit peu du marché? Oui, juste effectivement sur le, c'est ce qu'on évoquait, c'est ce que les chiffres reflètent et ça rejoint complètement l'évolution du marché de bureau. C'est effectivement moi, les deux grandes tendances, deux, trois grandes tendances qu'on observe, c'est effectivement une évolution des territoires. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les promoteurs travaillaient énormément sur les grandes métropoles et là, on observe un déplacement des marchés. Donc des professionnels et des acquéreurs, avec l'envie effectivement, alors là je pensais peut-être s'éloigner un peu des métropoles parce qu'effectivement pendant la crise sanitaire tout le monde n'a pas forcément vécu les choses de la même manière et donc il y a eu un attrait pour, on va dire entre guillemets le vert, des espaces plus importants. Ça c'est vraiment quelque chose effectivement qui ressort et c'est vrai que quand on voit l'évolution des chiffres finalement, la production est moindre, mais les surfaces produites sont plus importantes. Donc ça, c'est quelque chose qui se reflète aussi beaucoup dans les éléments chiffrés. Et puis, une sensibilité effectivement à l'environnement au sens propre. Effectivement, d'être un petit peu plus proche de la nature ou que le programme immobilier crée plus de liens avec la nature en ville. C'est vraiment les grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui. Si on fait un focus sur l'immobilier commercial, donc sur le retail qui a mécaniquement été énormément impacté également par cette crise sanitaire, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin de repositionner les actifs, puisque typiquement le centre commercial, on a de moins en moins envie d'y aller au profit du local notamment. Et du coup, les investisseurs doivent être en mesure de repenser leurs actifs, de recréer de la valeur dans ces actifs. Et là, on est de nouveau sur les usages en se disant finalement, pour redonner, pour recréer cette attractivité, on ne va plus uniquement, on va faire en sorte qu'on ne va plus uniquement dans un centre commercial pour acheter quelque chose, mais pour créer une expérience. C'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus d'offres de restauration, de fooding qui vont être développées, mais également des loisirs, des espaces d'attraction qui permettront de redonner un peu un second souffle aux centres commerciaux. Et également, un point qui est très important, c'est que, et on le retrouve également dans l'immobilier, on se rend compte que finalement, les bâtiments, mais que ce soit commerciaux ou tertiaires en termes de bureaux, les espaces qui sont du coup les plus délaissés sont ceux qui perdent le plus de valeur. On est vraiment sur des valeurs refuges, sur du prime, et donc tous les autres perdent énormément de valeur. Donc ça, il y a une vraie prise de conscience, ou du moins on l'espère, et en tout cas elle est amorcée, où ces investisseurs se disent, bon, maintenant je ne peux plus laisser mon actif tel qu'il est. Si je veux pouvoir conserver ou créer de la valeur, je dois mettre en place des CAPEX, mettre en place des services. L'aspect serviciel est très important pour redynamiser un actif. Et donc, du coup, pas mal d'acteurs également qui se mettent en place. Et l'autre aspect sur le retail, c'est vraiment les cœurs de ville. Donc, un peu abordé, mais c'est vraiment l'une des problématiques des municipalités d'une manière générale, c'est comment je refais vivre mon cœur de ville qui a été très souvent délaissé au profit de grandes zones d'activité très périurbaines. Là, c'est concrètement comment je fais revenir les gens dans mon cœur de ville, donc les commerces de proximité, mais également typiquement les tiers-lieux. Les tiers-lieux, on les repositionne dans les cœurs de ville et en fait, on va attirer des personnes qui à la base partaient dans les grandes métropoles pour travailler et elles vont rester dans la ville. Donc, on recrée, c'est un cercle assez vertueux qui permet de recréer une dynamique au sein de la ville. Justement, ça a été évoqué, on a beaucoup parlé des usages et des services.
Et la question qui se posait, c'était de savoir, puisque c'était une évolution qu'on avait déjà observée, qui s'est vraiment accélérée depuis la crise sanitaire. Et la réglementation, j'ai envie de dire, suit presque, moins vite quand même que le marché, mais bon, on a quelques signaux. Alors à chaque fois, c'est vrai que ce sont des réglementations très spécifiques et on verra si le nouveau mandat présidentiel qui débute pourra permettre un petit peu de généraliser voilà, ce qu'on a déjà commencé à observer. Donc on voulait revenir sur le permis de construire à double état, qui est donc un dispositif spécifique aux Jeux olympiques et qui permet en fait aujourd'hui la reconversion future et j'allais dire pré-programmée du village olympique. Et donc c'est quelque chose qui effectivement est assez intéressant parce qu'on est sur cette mouvance de pouvoir en fait travailler la réversibilité des bâtiments. Alors là, dans un contexte très spécifique et vraiment, j'allais dire très fortement prévisible avec voilà des échéances connues de tous. Mais c'est une tendance qu'on observe et ce qui est intéressant, enfin, je trouve, pour les professionnels de l'immobilier, c'est le permis d'innover. Un dispositif qui existe depuis plusieurs années, 2016, et qui a peiné à, voilà, à trouver, j'allais dire, son terrain de jeu, mais pour le coup, la crise sanitaire a vraiment été une opportunité. Et donc, on a le premier permis de construire sans destination qui a été délivré. Alors, pour les non-juristes, les destinations, c'est les fameuses cases que prévoit le Code de l'urbanisme, en particulier les documents d'urbanisme, les PLU. Et donc, généralement, il faut rentrer dans ces cases-là ou changer de case, donc des changements de destination. Et là, voilà, première innovation, un bâtiment en blanc, entre guillemets, au regard du code de l'urbanisme. Donc, quelque chose qui permet voilà, de favoriser l'évolutivité des bâtiments, bon, avec quelques questions notamment fiscales, hein, on ne va pas se mentir, et d'autres qui se soulèvent, et notamment la question de la réglementation sécurité incendie. Ça, c'est un gros enjeu aujourd'hui sur tout ce qui est réversibilité des bâtiments, qui est un dispositif, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui réfléchissent à cette tendance-là, mais qui est quelque chose qui va devoir rentrer dans les obligations auxquelles sont assujettis les professionnels. Donc ça, c'est finalement la loi suit la pratique, donc c'est pas trop mal. En espérant que ça évolue. L'autre deuxième tendance réglementaire qu'on observe, c'est voilà, c'est effectivement l'impulsion, on va dire, de la réglementation énergétique et environnementale. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé effectivement du programme Action Cœur de Ville, de la redynamisation en fait de cœur urbain. Et aujourd'hui, il y a de gros enjeux, donc à la fois sur la redynamisation des territoires qui passe notamment par la rénovation thermique des bâtiments, alors, et du logement et du tertiaire. Avec derrière des enjeux qui seront développés un petit peu plus tard, mais sur les performances attendues, en particulier des investisseurs, mais pas seulement, sur les performances du bâtiment, notamment au regard de la taxonomie européenne. Donc ça, c'est un point important. Et pour la construction neuve, une nouvelle réglementation, donc la réglementation environnementale 2020, qui, comme son nom ne l'indique pas, s'applique depuis 2022. Mais crise sanitaire, voilà, il y a un petit glissement de calendrier. C'était une réglementation qui est attendue, qui est issue du droit européen et qui va quand même beaucoup changer la conception, les méthodes constructives des bâtiments. Avec notamment, en fait, la grosse novation de cette réglementation, c'est le calcul, vous l'avez, hein, l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment et de son empreinte carbone. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau dans les pratiques des professionnels de la construction, qui n'est pas neutre en termes de formation, de sensibilisation et aussi voilà, de procédés constructifs, avec en particulier un nouveau focus aussi de cette réglementation sur le confort d'été, puisque le législateur a tenté, même si c'est assez imparfaitement, mais de tenir compte des enjeux de réchauffement climatique et donc d'inscrire dans les exigences réglementaires des exigences de confort d'été. Donc ça, c'est un des gros enjeux qui attend les professionnels de la construction, et notamment en matière d'assurance. Et l'autre enjeu qui viendra
petit à petit, mais qui sera obligatoire, c'est la qualité de l'air intérieur. Et ça, c'est un enjeu qui est posé pour le résidentiel, mais pas que, mais aussi pour le tertiaire. Donc, il y a voilà, toute cette réglementation et en particulier donc, la réglementation environnementale dans un contexte à la fois post-Covid et crise ukrainienne a différents impacts et en particulier, donc ce que je vous disais là, toute la sensibilisation de la chaîne d'acteurs de la conception, construction en matière d'empreinte carbone. D'ailleurs, il y a actuellement est en cours la rédaction de la feuille de route de décarbonation du secteur de la construction et aussi de l'aménagement, puisqu'on parlait des territoires. Donc, tout ça est lié. Donc, des enjeux de rénovation, que ce soit pour le parc du logement ou le parc tertiaire, qui soulèvent, donc c'est ce que je vous disais, une évolution des modes constructifs et notamment la question en fait des chaînes d'approvisionnement. Voilà, d'utiliser de nouveaux matériaux dont on verra le caractère assurable et surtout la question des sources d'approvisionnement. Et donc ça, c'est une évolution intéressante puisque ça aussi, dans les évolutions de la profession et du secteur de l'immobilier, on observe qu'il y a certains professionnels en fait ont intégré, alors c'était déjà là aussi une tendance qu'on avait observée de professionnels qui intégraient la construction, la maîtrise d'œuvre. Et là, on a encore franchi une nouvelle étape avec donc l'exemple du groupe immobilier Quartus, qui a, pour justement mieux maîtriser ces chaînes d'approvisionnement, eh bien, qui se sert lui-même et a constitué des usines de fabrication de terre crue. Donc, on voit bien l'impact en fait de la crise sanitaire, j'allais dire rehaussée avec la crise ukrainienne, de pouvoir mieux tracer les chaînes d'approvisionnement, à la fois pour des aspects pratiques, économiques, mais également environnementaux et sociaux. Avec un environnement hyper sensible, comment est-ce que font les entreprises pour définir des stratégies durables? Donc là, on voit des changements finalement, des changements d'usage et des orientations stratégiques donc, qui étaient quand même effectivement un peu là, il y a déjà quelques années, mais qui se sont clairement accélérées. Typiquement sur tout ce qui est nouveaux produits, on va effectivement avoir beaucoup plus un focus sur la qualité d'usage, la performance énergétique, les nouveaux modes de production. Donc, c'est un peu ce qu'on se disait, des alternatives que les constructeurs, promoteurs sont obligés d'aller chercher, voire de créer si jamais ces processus n'existent pas. Donc, on est beaucoup sur le bois, le réemploi, les circuits courts, avec tous les risques que peuvent du coup émerger lorsqu'il y a des nouvelles, ce nouveau type de mode de procédé. Donc, comment on arrive à bien les environner pas se mettre soi-même au risque. On a également tout ce qui est le fait que tous les impacts finalement de ces transformations, puisqu'effectivement, on voit bien que l'inflation peut rebattre un peu finalement les cartes, mais également tout ce qui est études, audits, le bois, jusqu'à quel point on peut l'utiliser. Je sais qu'il y a eu des opérations en bois qui finalement ne peuvent pas être complètement en bois, où il doit y avoir du béton qui est intégré parce que les évolutions réglementaires changent. Et donc, en fait, c'est comment on arrive assez rapidement à s'adapter, à concilier tout ça. Donc, ça reste effectivement des grandes orientations qu'il faut prendre en compte sur les aspects stratégiques. Et comme on a évoqué tout à l'heure, clairement, les territoires, aujourd'hui, c'est un enjeu. C'était déjà, je pense, un enjeu. Mais là, ça s'est clairement accéléré et c'est devenu incontestable. Le territoire, on n'est plus focus Paris, grande métropole. Et du coup, ça crée des problématiques en termes d'emplacement et de dessert. Effectivement, donc, la culture de risque est devenue l'une des principales préoccupations au sein des entreprises. Olivier, est-ce que vous pouvez effectivement nous décliner quelques
quelques principaux risques identifiés par les acteurs de ce secteur. Bonjour à tous, je suis navré pour l'instant, je suis en caméra cachée parce que j'ai une connexion qui est instable, j'espère la remettre tout à l'heure. Merci Swad. Oui, bien sûr, comme on vient de le voir, d'abord le secteur de l'immobilier est confronté à de grandes évolutions, évidemment, et doit faire face à de grands défis avec des nombreux risques et opportunités, nouveaux ou anciens, et des évolutions majeures autour de la construction en elle-même, qui est quand même le sujet principal dans l'immobilier. Alors la construction a subi des risques croissants, notamment sur l'augmentation des prix des coûts de matériaux, les retards dans les chaînes d'approvisionnement et un certain nombre de sujets qui sont devenus aujourd'hui des sujets majeurs, alors qui sont principalement dus finalement à la crise du Covid-19, ou en tout cas accentués, aggravés probablement aussi avec les troubles géopolitiques en Ukraine. Je n'appelle pas ça guerre, parce qu'on a toujours des sujets assurantiels, mais en tout cas, on est dans un environnement de troubles qui est compliqué pour la globalité du sujet. Si on regarde simplement le profil de risque de construction de la France, c'est toujours intéressant d'avoir cette vision-là, notamment à travers le rapport annuel de Global Data. En France, finalement, on est 4e rang mondial, 13e rang européen. On a un profil de risque plutôt considéré comme faible, modéré, profil de risque qui est sain et qui un peu moins bon que d'autres parce que parfois peut être confronté à des vents contraires qui soient politiques internes ou des choses qui peuvent changer plus que dans d'autres pays. Évidemment, là on vous a mis quelques risques, les 6 risques qui sont considérés. On avait fait une étude où on avait interrogé beaucoup d'entreprises de construction là-dessus, et le risque qui ressort en premier, qui est systématiquement cité par les constructeurs, c'est le risque politique et économique. C'est un risque qui finalement découle du climat politique, à la fois du pays dans lequel on intervient, mais aussi du monde, de l'Europe, de la zone Europe ou du monde, et des enjeux économiques en France aussi et partout dans le monde, avec des changements aussi qui peuvent être liés à la structuration de la concurrence ou d'éléments plus extérieurs. C'est sûr que l'effet du Brexit, la pandémie du Covid-19 et désormais les problématiques en Ukraine impactent les prix des matériaux et apportent des contraintes très fortes dans la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est un risque qui est vraiment majeur et qui est identifié comme tel. Le deuxième risque très fort et identifié aussi par les entreprises, c'est plutôt le risque qui est lié là au contractuel, à l'exécution des projets et aux litiges contractuels. Là, c'est un risque qui est plutôt en croissance, dans lequel il y a une incertitude de plus en plus forte, notamment liée à l'incapacité de gérer l'exécution des projets conformément aux spécifications requises, au délai et au budget prévu. Et ça, c'est évidemment un sujet qui est plutôt problématique pour les entreprises, notamment dans l'axe de construire. Ça s'inscrit évidemment dans un contexte général dans lequel Covid-19 a eu des impacts sur les marges, la solvabilité d'un certain nombre d'entreprises. Et ce qui fait venir au troisième sujet, le sujet qui est clé dans les risques, le sujet financier. Et là, on parle plutôt du sujet propre à l'entreprise qui construit aux entrepreneurs, sur la mauvaise discipline financière qui limite la capacité de l'entreprise à atteindre sa croissance, à atteindre la croissance du marché comme les autres, ou à prendre des décisions d'investissement qui sont nécessaires pour son développement et sa pérennité. Et ça, c'est un risque qui demeure très, très élevé et qui a été plutôt en croissance lié à Covid-19. Et j'imagine, et on verra en fin d'année ou en début d'année prochaine à travers les nouvelles études, que ça va plutôt s'accroître. Ensuite, on a d'autres risques, effectivement, tous les sujets qui sont liés aux pénuries de matériaux responsables, ou aux pénuries de matériaux tout court d'ailleurs, c'est en partie sur les responsables, et ça, c'est clairement une conséquence particulièrement accentuée sur Covid-19 et qui a impacté l'ensemble de la chaîne. Un point qui est important dans les risques, c'est le sujet des collaborateurs, des équipes, sur la santé et la sécurité des collaborateurs. C'était déjà quelque chose qui était très prégnant dans les entreprises, dans l'identification des risques, qui a été fortement accentué par Covid-19 et sur lequel aujourd'hui les entreprises ont un focus particulièrement important. Alors, si on fait un petit focus finalement sur la partie impact Covid-19, parce que c'est quelque chose qui est assez unique, personne ne l'avait anticipé, et bien sûr, aujourd'hui, Covid-19 c'est considéré et sera considéré comme un élément marquant de l'histoire. Et sur la construction, ça a été un des premiers sujets sur lesquels la contraction a été la plus forte. On a vu, et on le voit sur les éléments en slide suivant, une contraction au plan mondial
inférieur à 2,5%, ce qui est quand même assez énorme sur la première année. Donc un impact de Covid qui a été très fort, très rapide et très brutal sur la matière et la filière construction. À titre d'exemple, et c'est toujours important d'avoir ces exemples-là en benchmark, en Grande-Bretagne, premier confinement 2020, chute de 40% de l'activité. En France, ça a été un petit peu moins marqué parce que on a globalement souffert. En 2020, on a eu une chute, une contraction de l'activité lycée globalement de 13% sur l'année. Et ce qui est intéressant de noter, mais ça c'est vrai partout en Europe, c'est que les chutes ont été souvent suivies de rebonds assez spectaculaires sur la construction. Donc ça veut dire que l'activité a quand même continué à exister. Et si on revient sur la France, on a chuté de 13% en 2020 et on a fait une croissance de 13% en 2021, ce qui fait globalement que les niveaux de production de 21 étaient encore inférieurs à 2019 de à peu près un peu moins de 2%, mais avec un rebond qui est fort et donc une capacité quand même du secteur de la construction et donc de l'immobilier d'avoir une résilience. Après, clairement, faut quand même noter que ces chiffres globaux masquent aussi une certaine réalité opérationnelle qui a été une énorme quantité de travail de l'ensemble des équipes de la filière construction, avec des travails supplémentaires liés à Covid-19, où les entreprises ont dû entreprendre d'ailleurs un certain nombre de mesures qui leur a permis d'avoir cette reprise d'activité forte. Clairement, les entreprises, elles ont été confrontées à la nécessité de respecter des nouvelles réglementations, des réglementations qui sont gouvernementales. Et ces réglementations, elles ont permis d'entreprendre des nouvelles évaluations des risques, de revoir les opérations sur les sites et de mettre en œuvre des mesures de distanciation sociale qui étaient imposées ou non par les États, mais en tout cas un vrai travail supplémentaire de l'ensemble des entreprises et de l'ensemble de la filière. Donc oui, ça a repris vite, mais c'était quand même au détriment de coûts très importants et de mise en place et de réactions très vives et très fortes de l'ensemble de la filière. On l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui désormais est clé dans la vision de la construction et dans l'évolution de la construction. Toute la partie environnementale, l'ESG ou la RSE, clairement, les exigences en matière d'environnement et social dans les entreprises découlent de réglementations gouvernementales assez strictes et qui augmentent, c'est ce qu'on a vu précédemment, avec une sensibilisation de plus en plus importante de l'ensemble de la société civile, des consommateurs et des entreprises. D'ailleurs, on voit aujourd'hui dans l'appréciation ESG, y compris dans l'assurance ou dans la banque, que des grandes institutions financières commencent à se référer aux mesures et stratégies RSE des entreprises pour éclairer leurs décisions d'investissement, par exemple. On a même certains assureurs, ça nous est arrivé encore hier, qui commencent à examiner des données avec attention avant de s'engager à couvrir ou non un risque. Donc l'ESG devient une problématique clé et dans l'acte de construire et dans la façon dont on va investir et demain prendre en compte les risques. Donc c'est là que c'est essentiel. Donc les constructeurs doivent désormais mettre en place des stratégies RSE qui doivent être absolument complètes et qui permettent, je dirais, de s'inscrire dans la durée avec des valeurs sociales et en ayant en priorité en tête la santé, le bien-être et le développement de l'ensemble de la chaîne. Alors le développement des matériaux biosourcés, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que clairement, un des enjeux de l'ESG, c'est la décarbonation, le décarbonage. Et on voit qu'aujourd'hui, le secteur de la construction, c'est un petit peu moins de 20% des émissions de carbone. C'est énorme. Alors évidemment, c'est pas... Et donc, on sait qu'on a des progrès à faire et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la RE 2020 qui implique évidemment une complexification des ouvrages avec un changement majeur, c'est ce décarbonage. L'objectif, clairement, hein, et la stratégie de la vision bas carbone, c'est quoi? Et ça, c'est la norme, c'est la règle qui a été fixée. Après, on essaiera de l'atteindre ou pas. C'est comme dans les sujets purs de green. C'est réduction du poids de carbone de 50% à l'horizon 2030 et neutralité totale en 2050. Alors, est-ce qu'on y arrivera? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un objectif qui est important et sur lequel
on doit absolument tous se mettre en ordre de marche. Et pour atteindre ces objectifs, clairement, qu'est-ce qui va se passer? Des nouveaux matériaux vont se développer, des nouvelles technologies, des nouvelles matières de penser l'acte de construire, avec également probablement un passage aujourd'hui d'une logique totalement linéaire et séquencée à une logique plus circulaire et collaborative, et on le reverra ensuite par le réemploi qui est un des éléments clés de cette politique ESG. Alors sur la partie pure de décarbonation, simplement, alors sur le réemploi, sur ce slide-là, effectivement, ce qui était intéressant de voir, c'est que là aussi, on a moins de 1% des matériaux de construction qui sont issus du réemploi, donc on a énormément de travail à faire, et on verra tout à l'heure que c'est pas si simple, on a une bonne volonté, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien au plan technique. Après, au plan assurantiel et au plan de la réalité opérationnelle, on a encore pas mal de progrès et de marge. Et tant mieux, remarquez, c'est l'optimisme que moi j'ai en tout cas. Ce qui était important de voir, c'est qu'en quelques années, ces différentes lois qui ont fait la promotion et qui nous contraignent aujourd'hui, en janvier 2020, à se dire que le réemploi va être aussi au centre de nos problématiques, y compris sur les sujets, de construction. C'est un sujet qui est dans toute la société, hein, on le voit, et qui aujourd'hui prend en compte l'ensemble des problématiques de consommation. Mais en construction, c'est aussi un élément clé, et ça va poser quelques petits soucis, on verra, en matière assurantielle. Effectivement, qui dit risque, Olivier, dit transfert à l'assurance. Donc, ouais. J'imagine effectivement qu'il y a le volet assurance construction, mais pas que. Alors, il n'y a pas effectivement que le volet assurance construction, même si l'assurance construction en tant que telle, elle peut avoir déjà des difficultés sur l'appréciation, et on l'a déjà. Hein. On sait que, par exemple, pour faire du décarbonage, il va falloir demain peut-être installer plus de panneaux solaires, il faudra peut-être faire plus d'autoconsommation du bâtiment. Et ça peut aussi avoir, avec des jurisprudences qui existent déjà, mais un impact sur la façon dont on traite au plan de l'assurance construction ces sujets-là, puisqu'on sait aujourd'hui que au plan assurantiel, faire du bâtiment, je dirais, une centrale de production d'énergie, ça va comporter nécessairement des implications et des impacts sur l'assureur. Par exemple, sur le photovoltaïque, j'y reviens 2 secondes, il est classique de s'interroger sur le fait de savoir si un module photovoltaïque participe ou non à l'étanchéité du bâtiment. Dans ces cas-là, clairement, l'assureur, qu'est-ce qu'ils font? Ils distinguent, suivant la technique, et donc la technique de pose ou la technique qui permet d'assujettir ou non au régime de l'assurance obligatoire. Donc, on va avoir des multiplications de problématiques, et on va passer d'un sujet qui était aujourd'hui traité de manière anecdotique ou peut-être en stand-alone, isolé, à un sujet de masse où les assureurs vont devoir prendre en compte ces nouveaux sujets. Et c'est pareil, d'ailleurs, sur comment diminuer l'impact carbone dans la construction des bâtiments. Clairement, pour atteindre cet objectif, à la réglementation, elle prévoit un recours massif au bois. Bois et matériaux biosourcés. Clairement, l'intégration de matériaux biosourcés dans la construction, c'est évidemment une réponse totalement efficace au plan technique pour éliminer du stockage de carbone. En revanche, est-ce que le bois est considéré comme une aggravation de risque pour les assureurs? Je n'apprends rien à personne. Évidemment que oui, parce que ça a des caractéristiques plus dangereuses sur certains sinistres, notamment le feu. Mais donc oui, ça va poser quelques questions. Et donc classiquement, l'analyse des souscriptions de projets qui sont éligibles aux assurances avec beaucoup de bois va poser des problématiques sur l'assurance obligatoire et éventuellement sur d'autres sujets liés aux éléments de l'ouvrage, aux produits et aux matériaux mis en œuvre. Donc clairement, si on regarde ce slide-là, et c'est déjà le cas dans l'analyse par les assureurs, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs délivrent des assurances au regard de l'utilisation des techniques dites courantes par opposition aux techniques non courantes. Qu'est-ce qu'on considère comme élément dans les techniques courantes? Les techniques courantes, c'est celles qui relèvent du degré, je dirais, des éléments traditionnels, mais surtout qui font référence à des travaux relevant de normes, telles que définies par des DTU par exemple, ou par des règles professionnelles acceptées, ou par des avis techniques ou agréments techniques européens. Donc c'est des éléments qui sont déjà connus. Ça, l'assureur, il aime bien parce que dès qu'il est sur des choses de risque où il connaît, ça, il est dans sa zone de confort. Où l'assureur est tout de suite plus en difficulté, c'est sur des choses sur lesquelles il n'a pas d'ancienneté, il n'a pas de sinistralité, ou il a le sentiment de moins maîtriser.
Si on utilise le bois, par exemple, clairement, les pratiques concernant les matériaux biosourcés ou le bois sont considérées aujourd'hui par les assureurs comme des techniques non courantes, alors que ça fait des années, même des centenaires, des dizaines ou des centaines d'années qu'on les utilise. Elles ont déjà été éprouvées. En revanche, elles ne rentrent pas dans la vision assurantielle, dans les techniques courantes. Et donc, elles sont appréhendées de manière plus difficile. Alors, évidemment, là-dessus, la Cour de cassation est plutôt dans l'idée des assurés. On peut imaginer que la jurisprudence constante continue à être menée ainsi. Le réemploi, c'est pareil. Le réemploi, ça change totalement la vision du schéma contractuel. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, le réemploi, ça transforme la chaîne de responsabilité et du schéma traditionnel de l'opération de construction. Pourquoi? Parce qu'avec le réemploi, le fabricant disparaît du schéma. Dans un schéma classique de responsabilité, le vice qui est intrinsèque au produit ouvre un recours en responsabilité civile contre le fabricant, qui évidemment est garant de la performance du produit qu'il met sur le marché. Très bien. Dans un schéma de réemploi, la question qui se pose aujourd'hui, et c'est le schéma qui est sur la gauche, c'est mais qui est le garant de la performance du produit réemployé? Est-ce que c'est le diagnostiqueur qui a apporté son conseil, ses méthodes pour prendre tel ou tel produit? Est-ce que c'est le MOA qui décide d'utiliser tel ou tel réemploi? Est-ce que c'est l'entreprise qui accepte de poser le produit, qui va porter le risque? Ou est-ce que c'est le maître d'œuvre? Et tout ça fait poser un certain nombre de questions. Et évidemment, alors on voit bien qu'on est dans un système plus collaboratif ou plus collectif, y compris sur la responsabilité, mais ça va rebattre les cartes de l'ensemble de la chaîne de responsabilité. Alors il y a quelques éléments, et c'est un peu des pistes, c'était ce qu'on s'était dit, qui peuvent être des solutions pour faciliter l'assurance du réemploi des matériaux. Effectivement, par exemple, le fabricant d'origine peut envisager le réemploi de son produit. Et donc, il a un engagement sur les capacités de son produit initial et dans le réemploi. Le fabricant d'origine peut proposer lui-même le réemploi de ses produits avec des poseurs formés pour la dépose, le diagnostic, puis la repose. Et là, il est totalement impliqué dans l'acte de réemploi. On peut évidemment réfléchir à faire attester la conformité du produit par un organisme tiers. On pense par exemple au pass réemploi ou autre chose. Et puis, c'est l'élaboration aussi par les professionnels de règles professionnelles pouvant être soumises à la C2P, Commission de prévention des produits, et acceptées par elle. Et tous ces sujets-là permettront sans doute d'éviter un certain nombre de questions. Mais néanmoins, ça change totalement le modèle juridique et donc ça va poser des questions un petit peu nouvelles dans l'ensemble de l'écosystème juridique et des responsabilités. Alors, est-ce que globalement, on peut dire que c'est un impact sur la sinistralité? Aujourd'hui, on n'a pas de sinistralité spécialement spécifique et connue en disant que les matériaux biosourcés présentent une sinistralité spécifique. Non, ce n'est pas vrai. En revanche, on peut l'anticiper. Et clairement, est-ce que la mise en œuvre RSE RE 2020 va déboucher sur une augmentation de la sinistralité? Alors, je serais devin ou Madame Soleil de vous dire oui ou non, et j'en sais strictement rien. En revanche, on peut imaginer que oui. Et en tout cas, il faut l'anticiper. Oui, parce que cette possibilité d'augmentation, elle ne résulte pas forcément du fait d'ailleurs de l'emploi de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques ou de techniques minoritaires, mais plutôt du changement d'échelle, je le disais tout à l'heure. C'est du passage de cette logique à une logique de massification. Aujourd'hui, on traite ces sujets-là et les assureurs sont capables de le traiter en sinistralité, en expertise et en analyse de souscription, plutôt de manière unitaire et au cas par cas. Mais dès lors qu'on va le passer à une échelle de masse et que ça va devenir la norme, peut-être qu'on aura des difficultés et peut-être qu'on aura une augmentation effectivement des risques et de la sinistralité. Un autre sujet qui est clé, en 2 secondes avant d'aller sur les solutions d'assurance, c'est aussi sur les assureurs, les experts techniques, les experts judiciaires, c'est le besoin de formation. On va avoir besoin, et chez les courtiers aussi, c'est comment accompagner aujourd'hui, demain, les souscripteurs, les experts dans la maîtrise des nouveaux risques liés aux matériaux biosourcés, liés aux matériaux de réemploi, liés aux notions de confort thermique, au calcul de bilan carbone. Et ce besoin de formation, il va se situer à la fois au niveau de la souscription pour les équipes qui vont tarifer les risques, au niveau des sinistres et des règlements et des expertises, qu'elles soient amiables, techniques et judiciaires. Et donc, ça doit aussi faire partie pour les assureurs et pour les spécialistes du risque
ça doit être au centre de nos préoccupations. Ce qu'on comprend, Olivier, c'est qu'effectivement, l'assurance construction, on n'a aujourd'hui pas de solution assurance, j'allais dire systématique. Il faut vraiment monter un dossier sans faire de jeu de mots en béton pour pouvoir justement obtenir une couverture. Les assureurs aujourd'hui proposent très peu d'offres et maîtres d'ouvrage et constructeurs, on est quand même ces derniers temps un peu démunis et on espère que très vite on trouvera des solutions et qu'on aura un peu plus d'échanges avec les assureurs sur ce sujet-là parce que je trouve quand même à notre niveau que ça reste encore très, très timide aujourd'hui, alors qu'on nous demande d'avancer sur ces sujets-là. Alors, est-ce que les assureurs seront moins frileux qu'en assurance construction et plus créatifs pour proposer de nouveaux produits assurance Alors, face à ces évolutions? je ne sais pas s'il y a des assureurs qui nous écoutent, mais les assureurs ont plutôt tendance à être frileux et en tout cas à être prudents sur des risques ou des évolutions quand ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'ont pas d'ancienneté. Globalement, l'assurance fonctionne plutôt par actuariat rétrospectif que prospectif, si on veut comparer. Et c'est normal, c'est le modèle de l'assurance qui est fait comme ça. Donc tout ce qui est nouveau est compliqué. Néanmoins, on peut quand même voir sur la partie aujourd'hui du marché et qui va arriver sur l'assurance, c'est toute la partie assurance paramétrique dans la construction et dans l'immobilier qui pourra couvrir des risques climatiques, qui pourra couvrir des risques pandémiques, où on aura, avec des triggers et des éléments déclenchants bien définis, on sera en capacité de couvrir des risques qu'aujourd'hui on ne couvre pas. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment certain et sur lequel il faut qu'on travaille. Et nous, les courtiers, on doit apporter ça, effectivement, pour challenger, je dirais, et bousculer un peu les assureurs. Ensuite, sur le marché de l'immobilier résidentiel, on a beaucoup de dispositifs qui sont déjà aujourd'hui existants, sur lesquels il faut les améliorer, il faut les renforcer pour sécuriser et fluidifier le marché de l'immobilier résidentiel. Je pense notamment aux garanties revente, aux garanties des loyers impayés, garanties de location saisonnière et garanties caution, qui sont des socles et sur lesquels il faut continuer à les promouvoir et qui permettent à ce marché de continuer à croître et à avancer. Après, sur l'assurance construction, c'est là où probablement l'enjeu est le plus grand. Pourquoi? On a créé finalement la loi Spinetta sous l'ère du tout béton. L'assurance est pas un copier-coller, mais c'est un accessoire de la loi Spinetta qui permet de couvrir effectivement avec un certain nombre de techniques, de capitalisation, de RCDCNL, etc., un certain nombre de choses. Et c'était très sécuritaire et ça fonctionnait très bien. Et on voit bien que l'évolution du environnemental et les évolutions du développement durable vont contraindre probablement à une réflexion, peut-être de changement de la loi Spinetta, mais en tout cas de garanties nouvelles et de mécanismes nouveaux pour intégrer l'ensemble de ces dispositifs. Et donc, je fais confiance, parce que là, je suis optimiste, je fais confiance quand même au marché de l'assurance pour être en capacité de répondre à l'ensemble de ces problématiques qui sont de toute façon nécessaires pour que la construction et l'immobilier continuent à se développer et se développer fortement. Merci Olivier. Ce que je vous propose c'est de poursuivre sur et finir sur quelques opportunités avec Stéphanie avant de passer à la conclusion et aux éventuelles questions. Merci Swad. Effectivement, derrière tout risque, il y a des opportunités. On peut le voir aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Lorsqu'on parle climat, on est tous aujourd'hui conscients des efforts que individuellement et collectivement nous devrons faire. Donc, on doit pouvoir saisir ces risques pour en faire de vraies opportunités et mettre en place tous ces éléments qui nous permettront de répondre à ces enjeux de RSE. De là découleront naturellement de la relocalisation, où on a vu effectivement sur ces dernières années qu'elle devenait essentielle. Donc, favoriser les filières locales, anticiper les ruptures de stock. Sur cet aspect rénovation énergétique, l'opportunité finalement pour les actifs, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que ça va redonner et recréer de la valeur, puisque du coup, tous ces changements et toutes ces prises en compte de ces changements vont pouvoir répondre à de nouveaux usages, aussi bien en termes environnementaux, mais surtout en termes d'usage au quotidien.
Donc, on va aller également sur de la flexibilité, de la digitalisation des immeubles. On y viendra, on y viendra. Et du coup, de tous ces éléments, il y a naturellement des émergences de nouveaux business. Quand on regarde autour de nous, il y a énormément de startups, voire de licornes qui se mettent en place. Alors, on parle beaucoup de l'aspect fintech pour les marchés financiers, mais il y a également sur la PropTech, donc sur le marché immobilier, où il y a énormément d'initiatives qui permettront de répondre à toutes les problématiques, ou du moins à une grande partie des problématiques qui émergent. Et je pense que c'est aussi la force finalement de notre époque, si je peux m'exprimer ainsi. C'est que le collectif fait en sorte que à toutes les problématiques, on a très rapidement des réponses qui émergent, alors qui sont plus ou moins viables. Et pour ça, d'ailleurs, à côté de ces entreprises qui émergent, les grands groupes, je pense, ont un rôle majeur pour accompagner toutes ces innovations et ces émergences de nouveaux business, puisqu'on se rend bien compte qu'une petite entreprise toute seule n'aura pas les capacités suffisantes pour se développer. Donc, grands groupes, les fonds d'investissement ont vraiment un rôle très important à jouer. Sur le client plutôt, enfin le particulier, il y a quand même effectivement l'aspect environnemental qui est majeur. Donc à titre pour le coup plus individuel, mais je ne sais pas si au sein de l'Assemblée, certains ont participé à la fresque du climat. Je vous la conseille, c'est une prise de conscience qui peut faire peur quand même, mais du coup qui nous ouvre les yeux et qui nous ramène à une vision bien plus court-termiste finalement que ce qu'on pouvait se projeter il y a encore quelques mois. J'ai eu quelques échos effectivement de la fresque, c'est impressionnant. Ça marche aussi beaucoup auprès des jeunes publics. Et donc voilà, du coup de tout ça en découle effectivement de nouveau l'aspect environnemental qui, in fine, va permettre de valoriser, de revaloriser les biens, puisqu'on ne pourra plus faire autrement. À un moment donné, on n'aura plus le choix. Et cette fameuse carte des territoires avec des cartes qui sont un peu redistribuées et où on est beaucoup plus sur de la décentralisation et qui est clairement une tendance qui va s'accentuer. Avec des contraintes physiques aussi qui s'appliquent au territoire. Ça a été évoqué sur les changements climatiques. En plus des déplacements de marché au regard des attentes des usagers, mais aussi des contraintes physiques, j'allais dire, de certains territoires. Donc on arrive à la conclusion. Donc on a été très disciplinés en matière timing, donc je vous félicite. Vous l'aurez compris, effectivement, donc la bulle immobilière, je l'ai appelée comme ça, doit rester sous surveillance, puisqu'effectivement, elle évolue à 2 vitesses en fonction des zones géographiques et en fonction aussi des besoins de financement. Donc, c'est un peu les grands items. Les entreprises aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de se baser sur ces risques-là pour orienter leur stratégie et en faire aussi des opportunités, mais des opportunités durables. Et pour finir aussi, je pense que c'était important de le rappeler, l'immobilier a été le grand absent des débats présidentiels. Ça, je pense que toute la profession se rejoint là-dessus. Les professionnels de l'immobilier n'ont pas dit leur dernier mot et il faudra entendre très prochainement leur voix pour faire bouger les lignes. Voilà pour conclure. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Peut-être qu'on peut déjà faire le tour des premières questions. Une bonne question dans le chat. Alors, effectivement, il y a une bonne question de Monsieur Barouchi, donc société BNP. Donc, on sent effectivement le côté financier dans la question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la question pour la réponse? Elle a été likée en plus une fois. Donc, la réglementation impose des normes environnementales, que ce soit dans les procédés de construction et dans la qualité environnementale, est bien livrée. On y ajoute les besoins de trouver des fournisseurs locaux, une inflation généralisée et des matériaux de construction. Les constructeurs ont-ils des stratégies pour contenir l'impact de cette inflation sur les prix, qui se répercute aussi sur les niveaux des primes d'assurance? Est-ce que là-dessus, il y a Olivier et Stéphanie, peut-être? Du coup, si je peux commencer, Olivier, Stéphanie.
Effectivement, donc c'est quand même l'enjeu du moment. On l'avait déjà vu clairement avec la crise sanitaire. On estimait que cette hausse et cette problématique d'approvisionnement restait assez vécue et circonscrite. Là, clairement, aujourd'hui, avec le conflit ukrainien, on est dans une zone d'incertitude. Du coup, je pense qu'on va devoir régulièrement vivre dans ces zones d'incertitude. Il y a pas mal de démarches qui sont lancées. On voit clairement que on va avoir un impact financier, donc avec un impact mécaniquement dans un premier temps sur la marge. Après, à voir si on a une répercussion sur les prix. Il y aura forcément, à mon avis, un mélange des deux. Après, les constructeurs, promoteurs s'organisent également, même si on aurait peut-être du coup pu plus l'anticiper, mais en tout cas, on s'organise, on est beaucoup plus sur typiquement aider et faire émerger les petites structures qu'on pourra du coup, dans lesquelles on prendra les participations et on pourra du coup sécuriser nos chaînes d'approvisionnement pour les aider financièrement et qu'elles ne fassent pas défaut. Donc ça, il y a tout ce pan-là où on va aider finalement Écosystème, en fait. Ce qu'on observe, c'est une exactement. solidarité de la chaîne et on voit des conventions tripartites qui se nouent entre Exactement. promoteurs, entreprises, fournisseurs de matériaux, qui sont des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais qui se développent avec des règles de transparence aussi qui sont, on va pas se mentir, un peu nouvelles aussi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau. Enfin, ça résout pas tout le problème parce que faut quand même payer la facture et aujourd'hui, elles sont plus ou moins négociables parce que chaque acteur de la chaîne a ses coûts à supporter. Mais c'est vrai qu'il y a une solidarité qu'on observe, quoi, alors que le médiateur des entreprises salue. Hein, donc, c'est un bon indicateur, c'est vrai, de voir que voilà, il y a c'est ce qui a été dit récemment, il y a énormément de médiation à l'issue de la crise sanitaire parce que peut-être que les gens n'avaient pas l'habitude de se parler, puis il n'y avait pas d'enjeu particulier. Mais là, il y a tout un écosystème avec en plus des opportunités de marché à saisir. Donc voilà, faut que tout le monde mette un petit peu la main à la pâte et se parle. Donc c'est quelque chose qui est assez... Et sur le niveau des primes d'assurance, je pense que la tendance, elle n'est pas à la baisse non plus. Non, en effet, la tendance n'est pas du tout à la baisse. D'abord, on a subi sur le marché de l'assurance au global, les constructions comprises, on était dans un hard market qui est plutôt en train de se détendre, en tout cas avec des capacités qui reviennent sur l'ensemble des risques, y compris sur la construction. En revanche, clairement, les assureurs qui sont souvent un peu en retard, hein, ils ont une détente un peu lente puisqu'ils ont des programmes qui sont à renouvellement annuel souvent. Alors en construction, c'est un peu moins vrai, mais souvent, ils sont pas très proactifs sur l'application de l'inflation. Mais on voit bien aujourd'hui dans les premiers renouvellements qu'on a eus sur le premier semestre et les renouvellements de juillet que les assureurs impactent leurs conditions tarifaires de l'inflation et n'envisagent pas tellement en tout cas aujourd'hui, de prendre, en tout cas sur leurs résultats qui étaient déjà dégradés parce que les assureurs avaient une problématique de dégradation de leurs résultats qui était principalement liée au marché financier qui s'était dégradé et aux produits financiers qui ne se faisaient pas. Alors l'inflation, la bonne nouvelle, c'est que ça peut leur repermettre de régénérer des produits financiers plus forts. Néanmoins, ils vont payer des sinistres plus chers, hein, puisque le principe d'un assureur, c'est que s'il y a de l'inflation, c'est-à-dire que le coût du sinistre va mécaniquement augmenter, et donc ils vont augmenter les prix. Alors dans quel ordre, on ne le sait pas encore, mais on sait bien que la tendance, elle va se décider en septembre probablement au moment de la rentrée de Monte-Carlo où les réassureurs vont donner un peu le là des conditions de marché. Et clairement, on s'attend tous à avoir des conditions de marché à la hausse en lien avec l'inflation. Alors, on verra quel sera le niveau, mais je n'ai pas d'optimisme là-dessus sur le fait que les assureurs n'appliquent pas de règles d'inflation. Après, on peut peut-être aussi être optimiste sur l'idée que la crise va peut-être massifier certaines pratiques. Vous parliez des matériaux biosourcés ou du réemploi. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est s'il y a des crises d'approvisionnement sur certains matériaux, est-ce que ça ne va pas développer beaucoup plus vite que prévu le recours au réemploi, avec des échanges entre le CSTB, justement, l'AQC et France Assurance, justement, pour aider un petit peu à faciliter l'assurance de ces méthodes constructives un peu nouvelles.
qui aujourd'hui coûtent encore cher et qui sont voilà, sur des marchés un peu circonscrits pour certains maîtres d'ouvrage, bien accompagnés, notamment par leurs courtiers. Mais voilà, on peut peut-être espérer que la crise va permettre de massifier certaines pratiques et peut-être réduire les coûts pour atténuer un petit peu l'inflation. Je suis assez d'accord sur la vision, c'est-à-dire que sur ces pratiques nouvelles, etc., la massification fera que le volume de primes va être globalement plus grand qu'il n'est aujourd'hui. On commencera, je dirais, à avoir une maîtrise des risques plus grande, en tout cas dans le temps, hein, puisque plus on a de contrats, plus on a de souscriptions, plus on arrive à voir comment ça fonctionne, et donc probablement un effet sur les prix. Mais je garde votre optimisme. Je n'en ai pas de certitude, et les assureurs qui sont aussi prudents pour défendre leur bilan et continuer à payer les sinistres dans le temps, probablement prendront quand même un petit temps de prudence avant d'appliquer les impacts de cette massification. Mais on verra, effectivement. Donc, je regardais dans l'historique de la discussion. Il n'y avait pas d'autres questions, Hélène? Pour le coup. Eh bien, non. Très bien. Mais écoutez, merci à tous pour votre participation et merci aussi à nos experts, donc à Stéphanie Bérangère et Olivier qui m'ont accompagné brillamment pour construire cet atelier et partager notre analyse. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci.